Bonsoir à toutes et tous. La Bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir ce soir à la SCAM pour notre dernière rencontre avant l'été du cycle Profession Reporter en partenariat avec le prix Albert Londres. Donc, merci donc à notre partenaire, l'association du prix Albert Londres, ainsi qu'à la SCAM qui a accepté de nous accueillir dans leurs magnifiques locaux. Hervé Brusini, le président du prix Albert Londres, nous fait l'amitié d'animer cette soirée sur le thème de l'IA et son impact dans le journalisme. Je lui cède la parole pour qu'il nous présente les invités de cette rencontre et que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Bonne soirée. Donc, nous voilà réunis. Et évidemment, Beaubourg est en travaux. C'est juste l'info complémentaire pour ni plus ni moins que 5 ans. Waouh! Et donc, voilà, on va essayer de continuer ce cycle par tous les moyens, ici ou en d'autres endroits. En tout cas, encore un grand merci à la SCAM, qui est le grand frère du prix Albert Londres, de nous accompagner. C'est un cycle qui s'appelle Profession Reporter, et voilà que dans ce cycle, on parle d'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'il y a là quelque chose d'éminemment choquant. Le reportage, puisque c'est la matrice journalistique du prix Albert Londres, et l'IA. Alors voilà, ça pose de grandes questions, autant de questions qui traversent tous les secteurs de la société, de l'activité humaine, nous dit-on. Alors je vais poser une première question à nos invités qui, par là même, se présenteront. Comme ça me fait une économie de fiches. Est-ce que, je vais demander à Éric Scherer, quand on te dit IA, est-ce que c'est la grimace de l'angoisse, de l'incertitude qui te tenaille, ou est-ce que c'est le grand sourire devant un progrès magnifique? Bonsoir. Alors, il me demande de me présenter. Je m'appelle Éric Scherer, je travaille à France Télévisions pour quelques jours encore. Je suis directeur, oui, parce que l'IA m'a dégagé déjà. Donc, je suis directeur du Media Lab de l'information. Je suis journaliste depuis une quarantaine d'années et je m'occupais aussi des affaires internationales. À ta question, mon cher Hervé, les deux évidemment, les deux. D'abord, je crois qu'on a une chance inouïe, et ça, il faut le dire, le répéter, et je voudrais le partager avec vous. On a la chance inouïe de vivre à ce moment-là. C'est un peu comme si, à la Renaissance, on était présent et on voyait devant nos yeux émerger l'imprimerie et ses premières conséquences. Donc on vit, en tout cas on aura vécu à ce moment-là, au moment où tout d'un coup une intelligence non humaine est en train de se développer à très grande vitesse. Et on aura été au moins les témoins de ça. Maintenant, au-delà de ça, plein de, et on va l'évoquer, en tout cas pour le journaliste, plein de choses positives et plein d'inquiétudes. Dans les choses positives, l'IA, d'une manière un peu plus générale, a déjà, en fait, des impacts très importants en médecine, dans les transports, dans l'énergie, dans tout un tas de... Dans l'environnement, très probablement, il est possible qu'elle nous aide sur la crise climatique. Elle a aussi des aspects très inquiétants et c'est sur cela, je pense que ce soir, on va s'attarder un petit peu, même si elle peut aussi aider les rédactions et les journalistes à plein des égards. Pourquoi inquiétant? Parce que elle est susceptible de créer des choses artificielles. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui fabrique, qui produit. Pour ce qui nous concerne, elle va produire de l'information. Elle va produire du texte, de la photo, de la vidéo, de l'audio, qui sont artificiels, qui ne sont pas biologiques, qui ne sont pas fabriqués par des hommes et donc qui peuvent être de nature à être totalement bidonnées, fausses,
et par là même de secouer un petit peu en tout cas une forme de réalité que nous, journalistes, avons essayé de partager avec vous durant des dizaines d'années, c'est-à-dire partager le monde que vous et nous regardons, et nous, journalistes, en essayant de vous l'amener et de vous l'expliquer. Tout d'un coup, des machines sont en train de faire la même chose avec plein de risques. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Alors, je suis particulièrement heureux de vous compter parmi nous parce que, justement, on est environné à la fois par des gens qui réfléchissent, mais aussi par des gens qui fabriquent et qui utilisent l'IA. Et qui l'utilisent aussi pour vérifier l'information, pour pister effectivement tout ce qui peut se présenter comme mystification. Donc, vous appartenez à un service dont on voit le nom apparaître dans le journal télévisé sur la 2 le soir, ça s'appelle les vérificateurs. Les révélateurs, excusez-moi. Oui, oui. Vérificateur, ce fut un autre mot dans une autre émission, il y a d'autres temps. Donc, vous êtes des révélateurs. Et donc, vous aussi, est-ce que vous pensez que cette IA... finalement, c'est quelque chose qu'on peut accueillir avec le sourire, ou est-ce que vous êtes en permanence sur la brèche de l'entourloupe majeure parfois avec l'image et l'information en général? Et encore merci d'être là. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Jérémy, je suis accompagné de ma collègue Bénédicte. Donc, comme vous l'avez dit, Hervé, on travaille au service des révélateurs de France Télévisions. C'est un service qui est assez récent, qui date d'un peu moins de 3 ans. Et donc, ce qu'on fait, nous, on fait du fact-checking. Donc, on vérifie des faits et principalement des images, donc des vidéos et des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, au quotidien, on a plusieurs missions. On va travailler avec les rédacteurs des JT de France 2. On va vérifier et authentifier les vidéos qu'ils utilisent dans leur sujet pour être sûr de ne pas véhiculer des fake news, des fausses informations. Et à côté de ça, sur le plus long terme, on réalise également des enquêtes. Donc c'est des enquêtes un peu atypiques, notamment pour la télé, où il n'y a absolument qu'un tournage, aucune interview. On fait des enquêtes à partir donc des images amateurs qu'on trouve sur Internet, des images satellites, des données qu'on récolte. Ça peut être sur la mafia à Marseille, comme ça peut être sur le conflit israélo-palestinien. Toutes les zones finalement qui ne sont pas accessibles par le journalisme de terrain. Pour répondre à votre question, nous, l'IA, dans notre quotidien, c'est à la fois un ami et à la fois un ennemi. Un ami parce qu'on vous l'expliquera plus longuement tout à l'heure, mais les outils qu'on utilise pour authentifier, pour localiser les vidéos qui passent entre nos mains, contiennent de l'IA. Donc heureusement qu'elles sont là, parce que quand on travaille pour un journal télévisé, il faut aller vite. Le journal commence à 13h, donc on a très peu de temps pour vérifier les images. Donc heureusement que l'IA est là. Et d'un côté, l'IA nous met aussi des bâtons dans les roues, parce qu'on est face à des images qui deviennent de plus en plus compliquées à vérifier. Si vous nous aviez posé cette question il y a quelques mois, je pense qu'avec Bénédicte, on vous aurait dit que pour le moment, l'IA n'est pas vraiment un problème parce que c'est des vidéos d'assez mauvaise qualité. Il suffit de compter le nombre de doigts, de regarder les détails. Enfin voilà, ça se cachait dans quelques détails comme cela. Et aujourd'hui, on l'a remarqué, en l'espace de quelques mois, il y a des progrès qui sont assez phénoménaux et qu'on pourra vous montrer dans plusieurs exemples qu'on a ramenés avec nous. C'est ce que tu me disais, qu'effectivement, cette accélération, c'est même depuis quelques semaines, où tu vois que le nombre, le flot s'est largement accru. Oui, on va dire depuis les incendies à Los Angeles. Il y en a eu beaucoup plus. On a failli se faire avoir plusieurs fois, mais bon, on est les révélateurs, donc on n'est pas tombé dans le panneau. Mais ce qui est peut-être amusant, on peut dire, c'est que maintenant, pour vérifier les IA et pour déjouer les IA, on utilise aussi l'IA pour retrouver d'autres sources d'images qui, justement,
prouve qu'en fait, c'est une image créée par un générateur d'images par intelligence artificielle. Alors, juste une dernière question avant d'aller voir Stanislas. À partir de quand vous vous dites, OK, le sort en est jeté pour cette image, on l'a vérifié et paf, je mets le coup de tampon. On a failli se faire avoir, comme tu le disais. À partir de quand on considère que, OK, c'est établi Alors, c'est assez simple pour nous. Comme disait Jérémy, il faut aller très très vite. Donc, soit on trouve la preuve que l'image a été fabriquée par une intelligence artificielle. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Voilà, maintenant, les générateurs, enfin, tout type de concepteur d'images impose un logo apposé dans un coin de l'image. Donc, si on retrouve cette image originale, on a la preuve que c'est une image générée par intelligence artificielle. Si on ne trouve pas de preuve et qu'on a le moindre doute, cette image-là, de toute façon, ne sera jamais diffusée. Ah, d'accord. Voilà. Et une bonne technique, je me permets aussi d'ajouter, mais ça on ne cessera de le répéter, pour vérifier une image ou même une information plus largement, la technique aussi c'est de toujours varier les sources. Si on a un doute sur une image, sur une vidéo, on essaye de voir si d'autres médias l'ont filmé, si d'autres personnes l'ont filmé, on essaye de trouver d'autres sources d'explication, et c'est souvent comme ça, nous aussi, qu'on peut valider une vidéo grâce à cette... Et qu'on arrive à trouver la source originale. D'accord. Donc, vous avez compris que l'état d'esprit dans lequel on conduit un peu cette réunion, c'est un état d'esprit très concret, c'est-à-dire en quoi ça consiste l'IA, comment on la dépiste lorsqu'elle est utilisée de manière frauduleuse, on va dire, et puis bien sûr les questions qu'elle pose de manière plus large dans cette nouvelle société dont Eric a parlé, y compris avec cette chose tout à fait étonnante que tu décrivais, c'est-à-dire la nouvelle imprimerie moderne. Juste ajouter une petite chose importante. Pourquoi on est aussi attentif et inquiet? Parce que cet outil est désormais dans la main de tout le monde. Et tout le monde peut l'utiliser de manière extrêmement facile. Il n'y a plus besoin d'être un codeur informatique pour pouvoir créer des choses numériques. L'IA, c'est en fait un mécanisme qui permet de créer des choses juste en parlant. Quand je dis en parlant, ça peut être en écrivant, en parlant justement. Et vont émerger des contenus nouveaux et artificiels. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde l'a dans la poche et tout le monde peut en faire. Et donc la multiplication de cette possibilité-là nous pose évidemment énormément de problèmes. Et puis il y a l'échelle. Les réseaux sociaux étaient déjà un énorme problème puisque les réseaux sociaux étaient parfois remplis d'âneries. Mais les réseaux sociaux étaient alimentés par des hommes. Désormais, ça peut être des machines, et ça peut être des milliers de machines. Voilà, je pose simplement ça. Oui, histoire de nous faire peur encore plus. Stanislas, toi, tu as le sourire permanent, l'énergie, et donc c'est comme ça, c'est avec le sourire, ou quand même avec cette prévention que tu abordes et que tu fabriques. On va vite regarder un exemple, des films avec l'IA. Oui, tout d'abord parce que c'est mon boulot. Donc que fais-tu dans la vie ? Depuis 11 ans, donc je dirige le service data et innovation du Parisien. D'accord. Donc concrètement, on fait de l'innovation éditoriale, ça peut être du data journalisme, donc ça va être des calculs pour faire des démonstrations et écrire des papiers, vérifier de l'information en faisant des calculs, et après aussi créer des nouveaux formats de narration, etc. Et donc pour ce faire, je suis entouré de gens merveilleux qui sont avant tout développeurs, avant tout data scientists, et qui sont devenus journalistes. Data scientists, donc c'est des gens qui font des calculs, mais massivement.
D'accord. et qui sont devenus journalistes. Donc c'est des informaticiens devenus journalistes, et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire pas mal de choses. Et donc c'est assez naturellement comme on doit innover et s'intéresser à ce qui se fait de nouveau, qu'on s'est tourné vers l'IA peut-être le jour même où ChatGPT est arrivé. Ah. Donc, nous, on va avoir la même réflexion que nous tous ici. Ça va être risque et opportunité, Oui. attaque-défense. Et donc, si on arrive directement derrière le rideau de ce qu'est une rédaction, on va avoir deux préoccupations majeures. C'est qu'un, on découvre qu'on s'est fait piller massivement notre contenu et on ne l'a pas monétisé. Et on ne sait toujours pas si, a priori, c'est fait, et puis c'est fini. Donc, mais ce n'est pas à trancher. Deuxièmement, la manière dont vous allez chercher sur Internet, ce n'est pas encore le cas en France, mais ça arrive très très vite. Vous allez avoir un résumé, un petit peu comme vous avez sur ChatGPT, vous l'aurez sur Google. Donc finalement, le lien vers un article de presse va être réduit à l'état presque d'une note de bas de page. Donc, est-ce qu'on va venir nous lire ? Préoccupation qui n'est pas mineure, quand même. Tu veux dire que, Donc, parce que ouais. c'est un peu nébuleux quand on n'a pas une pratique permanente, que quand on passe par ChatGPT, on est face à une machine qui a pu prendre la substance du Parisien et de beaucoup d'autres, Presque tout Internet. et qui s'en moque de pour le coup, de l'origine de l'auteur. Et donc, les choses sont ainsi. Aussi parce qu'elle n'en restitue pas une copie. Et Oui. il faut rappeler que le copyright, c'est la copie. Et comme ils font des synthèses et de la reformulation, juridiquement, ça se défend aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver les éléments Non. d'origine qui constituent le Non. texte final de C'est même ChatGPT. fait pour. Fait pour ne pas trouver les éléments Ben oui, d'origine. sinon, ce serait une source. Mais vous n'aurez jamais, mot pour mot, de la restitution de contenu, à moins que ce soit demandé expressément et sur des choses libres de droit. D'accord. Mais c'est fait pour. Le New York Times a essayé pendant des millions et des millions de fois de restituer des articles à eux. Et il y a eu un petit paragraphe sur lequel il y avait un équivoque possible, et donc un recours. Mais non, a priori, c'est fait pour. Donc, Oui. tout ça pour dire que ça, c'est les préoccupations, mais il y a aussi des capacités de création. Et donc, nous, on travaille là-dessus. Concrètement, ça se traduit par deux choses, si on résume. La première, c'est comment est-ce qu'on peut travailler mieux. Le journalisme, c'est trois choses. C'est produire de l'information nouvelle. Une IA ne fait pas ça. L'IA synthétise de l'information existante. Ensuite, c'est vérifier l'information nouvelle. Par définition, l'IA ne fait pas ça. Et n'a pas non plus le numéro d'un directeur de cabinet pour vérifier ça directement, etc. Donc ça, c'est rassurant. Après, au niveau de l'édition, il y a plein de choses à faire au niveau de l'édition et de la publication pour augmenter la productivité d'une rédaction et surtout faire en sorte qu'elle soit consacrée à la valeur ajoutée, au fait de produire de l'information, de la vérifier, au logos, finalement. Et peut-être, c'est ça le plus excitant, ça va être d'inventer des nouvelles choses pour informer encore mieux. Et c'est là qu'on Et on va va y venir. arriver à ce que tu as fait. Alors, avec ton aide, on va regarder ensemble quelque chose qui nous a bluffé il y a quelques mois, que tu as montré. C'était à la Maison Ronde, à la Maison de la Radio, dans le cadre de Médias en scène. Et on a pris contact ensemble et vous verrez, il y a une histoire qui est assez intéressante. Allons-y. Je remercie la régie parce que voilà, on est en temps réel avec plein d'éléments et c'est pas évident à suivre. Mais il y a toute la solidarité de l'humour et du sourire est là qui nous accompagne. Bonsoir madame, allez-y, installez-vous. Vas-y. Juste le partage d'écran, je crois. Sur le... Ah voilà, parfait. OK. 15 Antonov 21s, 165 Soviet trucks were placed at the disposal of the Somali authorities. In 53 days, 100,000 Somalis were evacuated to 7 resettlement areas along the Juba and Webi Shabelle rivers. But what a fright. Some nomads had never seen white men, the Antonov pilots. Most had never flown,
The majority did not know the sea. Transforming these shepherds into farmers or fishermen was a difficult undertaking. Hearing the roar of the sea for the first time, many thought their last hour had come. For days on end, they hid behind the dunes. It took a lot of patience to explain to them that they had nothing to fear, that their salvation, their livelihood lay in this new element. Imagination, sick with terror, gradually disappeared. In the first few weeks, the officials of Barao and a medical team introduced fish into the food, a repulsive food for most nomads. Only a few families agreed to try it. Then quickly, mullet and Captain Fish became the staple food. A revolution. We were expecting the worst. Everything was turned upside down. Nutrition, space, habits, climate, reflexes. In short, everything that, until recently, made up pastoral life. In 8 months, we have made them excellent swimmers and remarkable fishermen. In just 8 months. The first Dans ces images, il n'y a rien de réel. Tout part de l'intelligence artificielle et tout part d'un article que tu as repéré, fait par un journaliste qui a eu le prix Albert Londres il y a bien longtemps, en 1976, je crois, qui s'appelle Christian Hoche, qui a aujourd'hui plus de 80 ans, et qui était allé en 1975 en Somalie pour faire une série de reportages et entre autres voir ce qu'était cette histoire de bergers somaliens qui étaient en danger parce que l'aridité était absolue, que les animaux mouraient en grande quantité, les hommes, les femmes et les enfants aussi, et qu'il a fallu transporter une grande partie de la population en bord de mer, et donc ces gens qui étaient des bergers sont devenus des pêcheurs, énorme choc culturel, et évidemment une question politique de transfert de population à la clé. Et toi, tu tombes là-dessus, c'est-à-dire un papier de 2 feuillets et demi de l'Express, et tu mets tout en images. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait? C'est facile. Non, finalement, oui, c'est ce que disait Eric, c'est que maintenant, il n'y a plus besoin de compétences d'ingénieur, de choses comme ça. Donc, en soi, ça reste faire un film, c'est-à-dire qu'il faut faire un montage avec de l'image et du son. Ouais. Sauf que, effectivement, ce que vous avez vu là et entendu ne sont que du son et de l'image de synthèse. Donc, comment on fait? Soit, en fait, on part du texte. Moi, c'est un texte que j'adore depuis très longtemps. Donc, voilà. C'est pour ça que tu t'es tourné vers lui. Voilà, voilà. Puis il est particulièrement sensoriel et visuel, en fait, ce texte. Donc, du coup, ça permet quand même Tu voyais des images. Voilà, exactement ça. Et après, on écrit plan par plan, image par image, ce qu'on veut voir. Un storyboard, comme on dit. Sauf qu'on l'écrit au lieu de le dessiner, et il se dessine tout seul. Ça, c'est ce qu'on appelle le prompt, c'est-à-dire les recommandations qu'on fait à la machine. Là, je veux un homme avec un filet de pêche dans une barque en bois, de type somalien, avec des vêtements somaliens des années 70, et avec la lumière qui vient de là, une pellicule de tel type, etc. De tout. Et pour le grain de l'image. Voilà. Et après, on va faire passer l'image à la vidéo. Et on va, dans un autre logiciel, quelquefois maintenant c'est le même, dire anime ça, donc soit ça va bouger tout seul, ou soit on va dire l'homme baisse son filet. Juste pour compléter et l'illustrer, l'une des particularités de l'IA, effectivement, c'est ce qu'on appelle la multimodalité, modularité, par la multimodularité, c'est-à-dire on transforme un texte en image. On transforme un son ou une déclaration ou une interview vocale en audio, on la transforme dans un texte écrit. On transforme une photo en texte, un texte en audio, etc. Vous avez toutes les combinaisons possibles désormais grâce à cet outil
de transformer. On a donc des contenus qu'on dit désormais liquides, c'est-à-dire qui prennent la forme que l'on souhaite. C'est absolument phénoménal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une forme de dogmatisme du support, il y a maintenant la possibilité de passer indifféremment à toutes ces... D'un format à l'autre. On dit même C'est qu'il ça. n'y aura bientôt plus d'articles, parce qu'on va pouvoir le malaxer, le moduler comme on le souhaite et en faire ce qu'on veut. Alors, combien de temps? Là, il fait quoi? 11 minutes Je me souviens plus. Non, il doit 4 minutes et demie. 4 minutes et demie. Pour 4 minutes et fabriquer demie. ça, tu as pris combien de temps? Il faudrait le mettre à plein temps parce que c'est par touche, etc. J'ai dû faire ça pendant 1 mois et demi. Ah. Mais à plein temps, je pense que c'est faisable. C'est faisable en une petite semaine de travail. D'accord. Mais même maintenant, ça peut aller plus vite. Oui. Bien organisé. S'il n'y a qu'une personne qui le fait, Oui. en fait, le problème, ça devient la communication et la collaboration. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de gens, forcément, il faut faire des réunions, il faut parler. Les humains Voilà. ralentissent. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes assez généraliste et que vous savez faire plusieurs métiers, ça permet d'aller plus vite. Mais l'exécution elle-même prend relativement peu de temps. Il y a plusieurs logiciels là qui Ouais, il y en a fonctionnent. une dizaine. Une dizaine. Oui, il y en a une dizaine. Et alors, quand nous nous sommes rencontrés, on a vu, tu m'as expliqué, la poussière, par exemple, on voit les roues ou l'écume des vagues. Ça, c'est nouveau comme logiciel qui te permet de traiter ça à C'est ça. l'image. En fait, des logiciels comme ça, il y en a plusieurs qui sortent par semaine. Donc il faut mesurer l'effervescence logicielle qu'il y a. Enfin, je pense que ça fait longtemps qu'on fait de l'informatique et qu'on le suit. Le caractère exponentiel de tout ça est absolument dingue. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est finalement de se dire, tiens, il y a une nouvelle possibilité, tout simplement le fait de bien parler avec l'élève. Ça, c'est un gros enjeu. C'est très compliqué. Il y en a un nouveau qui permet de le faire, mais aussi avec la gestuelle des épaules, comme ça va être plus naturel, etc. Du coup, on va dire tiens, qu'est-ce que je peux faire avec? On peut mettre des petits dessins animés, et tout simplement en dessin animé, on peut enfin les faire bien parler. Et en fait, tout d'un coup, on devient meilleur que Walt Disney dans une VF avec une mauvaise labiale. C'est ça qui est dingue. Ouais. C'est que là, on se retrouve avec une capacité de studio hollywoodien dans son bureau ou dans sa chambre. Là, tu m'avais dit qu'il y avait y compris des logiciels chinois. Oui, absolument. Ouais. D'excellente qualité. D'excellente qualité. Il y a 3 ou 4 logiciels pour le texte, on en a parlé, mais pour le son, l'image et la vidéo, qui sont comparables, si ce n'est supérieurs sur certains usages, et surtout 5 à 10 fois moins chers. Donc juste en passant, il vient d'enterrer tout le secteur de l'animation. Oui. Littéralement. Mais c'est un véritable drame qui est en train de se passer. Celui du doublage aussi. Celui du doublage, celui des traducteurs, etc. Là, on rigole pas du tout. Pour ces métiers-là, c'est aujourd'hui une énorme inquiétude. Les compositeurs de musique aussi, oui. Parce que on parle beaucoup d'images tout le temps, etc. Mais de son, cette musique-là, elle existe ou... Non, elle aussi est composée. Après, comme en fait il y a relativement peu de musique somalienne en ligne, l'IA se nourrit de quelque chose. Et donc du coup là, ça va être du oud. Donc ça pourrait être plus ou moins au Yémen, ça pourrait être plus ou moins dans le Mashrek. Mais par contre, moi, sur d'autres documentaires, j'ai travaillé sur des espèces de déclinaisons de Debussy ou sur des violoncelles et pianos, des petits concertos, etc. Il n'y a pas une fausse note. Oui. C'est-à-dire que il y a de l'harmonie. Il y a de l'harmonie, il y a du swing. Ouais. Il y a des choses comme ça. Et surtout, là, on fait un court-métrage de 6 minutes 50. Vous allez composer un morceau de 6 minutes 50, adapté.
voire même dont les variations, le swing, les cliffhangers, tout ce que vous voulez, seront intégrés à la mélodie et vont coller au montage. Alors, quand on a vu ce film, bien sûr, on a appelé Christian Rauch, le journaliste qui, en 1975, était en Somalie, pour lui dire « As-tu vu le film qu'a fait Stanislas ?» Et Christian a répondu « Oui, bien sûr, je l'ai vu. » Et je lui ai donc dit « Christian, est-ce que ce film correspond à ce que toi, tu as vu ?» Et lui, il m'a dit « Mais moi, je n'ai jamais rien vu. » Alors, il y a eu un blanc, si j'ose dire. Et donc, il m'a dit, ben non, quand je suis arrivé en Somalie, on m'a raconté cette histoire et j'ai enquêté sur cette histoire pour savoir si elle tenait debout. Et donc, je me suis autorisé à la raconter dans les colonnes de l'Express. Et Christian était gêné d'avoir comme à avouer une culpabilité 40 ans plus tard. Et je lui ai dit que, bien sûr, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de problème. Je n'étais pas là pour faire la police et lui dire quoi. Après tout, il a fait ce que font beaucoup de journalistes qui n'ont pas assisté des visus à un événement, mais qui le relatent, parce qu'ils ont enquêté. Et j'ai trouvé ça extrêmement passionnant, parce que ça veut dire que, paradoxalement, l'IA interroge le geste d'origine. Puisque toi, tu as utilisé le texte de Christian Rauch comme le stock des recommandations à faire pour la machine qui allait fabriquer, il fallait pour autant que ces recommandations soient de bonne qualité pour faire en sorte qu'au moins la recréation, la représentation par l'IA tienne debout et qu'elle propose à la vision et non plus à la lecture quelque chose qui corresponde à un semblant, entre guillemets, de réalité. C'est ça. Et je l'ai eu au téléphone assez longuement parce que, pareil, il était là, je veux tout savoir. Enfin, c'est des personnes qui ont quand même un âge tout à fait respectable et qui sont d'une curiosité et d'une pétillance extraordinaire. Christian a fait, la guerre du Vietnam, il a perdu une jambe, c'est quelqu'un qui a un grand passé journalistique. Il a été capturé, torturé. Absolument. C'est peut-être un des... Enfin, voilà. Et il a dit deux choses merveilleuses. Il a dit, mais je me rappelle très bien de ce papier, et comme beaucoup de choses dans l'Express à ce moment-là, mais encore aujourd'hui, on me coupait mes papiers comme pas possible. C'est-à-dire, mettons que j'ai livré 15 000 signes. Non, il faut en mettre 8. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'on coupait? Qu'est-ce qu'on coupe toujours? C'est les descriptions. Et là, avec ce que vous avez là, vous pouvez donner à voir et à entendre les descriptions sans nécessairement que ce soit dans le script. Et les perspectives sont extraordinaires. Bon, ça ne se prête pas à tout, on va en parler, c'est évident. Mais, première chose. Et deuxième chose, il était très intéressé, etc. Mais finalement, il était visiblement assez stoïque devant les images. Et il fait... Finalement, depuis la guerre, on n'a pas arrêté de s'adapter à la technologie. C'est notre métier. D'accord. Ça ne l'a pas bousculé plus que ça. Ah, il était curieux, mais enfin, il n'avait pas... je pense qu'il a fini son petit déjeuner après. Enfin, tant mieux. Alors, donc on a vu ce qu'on pouvait faire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir, avec l'émergence, vous, de votre service, ce qui montre qu'il y a eu une nécessité interne d'avoir une force de vérification. Et donc de nous expliquer, preuve à l'appui, comment vous marchez, sur quelle est votre technicité de repérage. Juste avant, je le dis pour la régie, de démarrer avant avec un exemple dont vous avez beaucoup entendu parler, ça va être rigolo. La genèse du service, c'est l'afflux de vidéos
qui fait que dans la rédaction de la 2 et ailleurs, on s'est posé la question de personnes dont ce serait la mission spécifique. C'est de là que ça vient, le contrôle. Oui, en fait, en 2021, en fait, avec Laurent Guimier, qui était directeur de l'info à cette époque-là, il y avait un tel afflux d'images amateurs qui était nécessaire dans les sujets, parce qu'en fait, les images amateurs, c'est le fait lui-même. Parfois, quand il se passe une catastrophe naturelle ou un accident ou la grêle, on adore la grêle à la rédaction. Donc, il y a le fait, il se passe quelque chose. Et les rédactions sont prévenues, et là, les journalistes partent sur le terrain. Là, c'est vrai qu'il y a cet avantage du téléphone qu'on a tous, qui est notre troisième bras, et qui fait qu'on peut filmer la scène au moment où elle se passe. Et donc, il peut même arriver que des images amateurs déclenchent une mission. C'est ce qui s'est produit au moment d'un passage de cyclone à Mayotte. Où là, déclenche une mission, c'est-à-dire un départ de reporter de la rédaction. Voilà, exactement. À Mayotte, on est venu me demander quel est l'état de l'île de Mayotte, est-ce qu'il y a beaucoup de dégâts, est-ce qu'il y a des victimes. Et donc, par le biais des images que je voyais sur les réseaux sociaux, j'ai dit, en effet, les bidonvilles, les habitations un peu frêles, tout était détruit. Les gens en selfie se plaignaient, pleuraient. Donc tu as été les yeux de la rédaction pour dire à la rédaction, parfois ça peut se passer aller. Comme ça. Parfois on vient nous demander quelle est la situation et est-ce que ça va nécessiter le départ d'un rédacteur de la rédaction. Ouais. Alors, on va voir tout ce que vous avez préparé. Je vous en remercie encore. Allons-y. Salut la rédac, la régie, pardon. On y va. Alors, on a ramené plusieurs exemples pour vous montrer un petit peu comment on est confronté à l'IA. On va commencer avec un exemple un peu rigolo et assez récent, si vous le voulez bien, qui est donc la fameuse gifle de Brigitte Macron que vous avez tous vu, j'imagine, dans l'avion. Donc c'est la vidéo numéro 1 pour la régie. Donc au départ, l'Élysée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais comme premier réflexe, a dit cette image n'est pas réelle, elle a été générée par IA. Brigitte Macron n'a jamais donné de gifle à son mari. Et donc là, c'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, il faut varier les sources. Et en fait, plusieurs médias étaient présents. Il y avait AP, il y avait l'AFP, il me semble, qui avaient filmé la scène de points de vue différents. Et donc très rapidement, on a pu voir que cette scène n'était pas du tout faite par IA, mais était bien réelle. Donc l'IA, parfois, elle sert aussi à ça. C'est aussi parfois, ça devient une excuse aujourd'hui. Mais après, vous imaginez bien que les réseaux sociaux se sont quand même approprié cette situation-là. Et ce qui est devenu donc une scène réelle a entraîné la création de plein d'images. On peut mettre la vidéo 2, par exemple. La régie, s'il vous plaît. Donc il y a plein de vidéos sur Twitter qui ont commencé à circuler, alors pas forcément de très bonne qualité, vous allez le voir, qui font suite en fait à cet événement après la gifle où on voit donc le couple présidentiel descendre l'avion. Et donc toutes ces images-là ont pour le coup été générées par IA et qui ont été énormément repartagées sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, qui ont été vues des milliers de fois. Alors certains internautes un peu naïfs ont partagé cette vidéo-là en expliquant qu'elle était réelle, et d'autres, bien sûr, ont pu voir la supercherie. Vous pourriez la voir aussi, peut-être. Voilà. J'en ai plein le cul. Arrête Jean-Michel. Brigitte, on est fille. Voilà, typiquement. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a eu plein de vidéos comme ça. Donc à partir d'une image réelle, finalement, on peut complètement la modifier
Et on joue aussi sur le manque de netteté. Comme vous avez vu, cette image, elle est floue, elle est très courte. Et donc après, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Mais nous, on a commencé à être confrontés à l'IA, comme l'a dit Bénédicte tout à l'heure, avec les incendies à Los Angeles, donc en janvier dernier, où là, on a eu pas mal d'images qui ont circulé. Pardon ? Ok. Je veux bien la vidéo 6, s'il vous plaît. Donc il y a plein de vidéos qui ont été générées sur les réseaux sociaux et qui ont été partagées, notamment sur TikTok, qui est un réseau social fréquenté plutôt par les, la 6. les 15-18. Donc là, par exemple, sur Donc cette ça, c'est vidéo, des photos. donc là c'est une photo. On peut Ouais. mettre aussi, si vous voulez, la 7, la 8 et la 9 comme exemple. C'est toujours Hollywood. Voilà, les donc autres. là, vous avez le symbole, l'enseigne Hollywood, qui est très connue et qui est en flamme. Donc, si on a choisi cet exemple-là, c'est parce qu'il a été très viral. C'est un symbole d'Hollywood qui marche très bien, qui devient très viral sur Tu les veux réseaux dire sociaux. qu'à ce moment-là, ça a été pris entre guillemets pour argent comptant et ça a été diffusé à haute dose comme symbolique des grands incendies du lieu de Los Angeles. Pas sur France 2 par chance. Naturellement. On nous a envoyé justement ces vidéos-là qui sont très impressionnantes et très parlantes, voilà, comme celle-ci par exemple. Ouais. Et donc nous, on a dû vérifier. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier une vidéo pareille ? Oui. Eh bien, nous, on va utiliser donc les outils qu'on a à disposition sur Internet. Par exemple, il y a une webcam qui filme cette enseigne Hollywood, qui est en libre accès sur Internet, qu'il est facile de trouver. Donc nous, réflexe, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé voir cette webcam-là et on a vu que finalement, cette enseigne n'était absolument pas en feu. Ensuite, il y a des cartes. Tu veux dire une caméra de vidéosurveillance. Voilà, une caméra de vidéosurveillance, tout à hein. fait, qui filmait la scène. Voilà, et que donc c'était pas en feu. Absolument. Donc pour nous, ensuite, on varie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu les sources qu'on peut trouver. Il y a plusieurs organismes qui mettent à disposition des cartes des feux, qui recensent les feux sur Internet, notamment la NASA, qui a la NASA Fire Map, donc qui montre un peu l'étendue des feux qui se répandent. Et donc en allant sur cette carte-là, on a vu que la zone qui entourait l'enseigne Hollywood n'était absolument pas en flammes. Donc cette image est complètement fausse et pourtant elle a été énormément virale. Et donc c'est face à ce genre de cas qu'on... Il y a l'on une peut faire chose face. importante dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que vous qui révélez des choses, des contrefaçons, ça vous oblige à avoir une connaissance d'un certain nombre de sites et d'outils techniques pour pouvoir dépister la chose. Par exemple, cette carte des incendies, faut quand même le savoir, ça. Et donc, comment vous constituez, en quelque sorte, vos domaines de référence, votre librairie personnelle qui permet de confronter au réel? Alors nous, c'est vrai qu'on a eu une formation où on nous a donc enseigné certains outils, on nous a montré certains outils, mais après, nous, on fonctionne beaucoup aussi à la déduction, tout simplement quand on est face à une image, pour la vérifier déjà. C'est les détails visuels qui vont nous intéresser en premier lieu. Sur certaines vidéos qui ont circulé là devant vous, certaines photos que vous avez pu voir là il y a quelques instants, sur l'une d'entre elles, le logo Hollywood avait 3 L par exemple. C'est quelque chose, parfois c'est des détails auxquels on ne fait pas attention, mais quand on regarde l'image plus en détail, on peut voir ce genre de choses. Et aussi, parfois tout simplement, nous on va prendre notre moteur de recherche, on va taper bêtement carte feu, on va voir s'il existe des sources. Alors bien évidemment, il faut connaître les sources fiables, qu'on va également varier pour avoir un résultat le plus exact possible. Et donc parfois, c'est juste de la réflexion. On est une équipe de 5 personnes. Et vous on n'est pas très nombreux. On se parle entre nous. Donc certains ont des idées que d'autres n'ont pas eues. Ouais. Certains ont vu des choses que d'autres n'ont pas eues. Donc c'est un véritable travail d'équipe. Mais... ça, c'est un conseil qu'on pourrait donner aussi à n'importe quel internaute face à une image créée par intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut plus être un spectateur passif quand on est face à des images qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Il faut nécessairement être actif. L'image, il faut la regarder plusieurs fois. Alors, elle est impressionnante. On voit le logo Hollywood en flammes. Ok. Voilà. Regardons d'autres exemples, puisque voilà. vous êtes venu avec une valise. Il y a ce cas-là où on va chercher des éléments en dehors, donc les webcams, les cartes, soit des inondations, des incendies, etc.
Et parfois, il faut regarder l'image elle-même. Par exemple, un exemple très récent donc de dimanche dernier, Oui. dans le cadre du conflit qui oppose Israël et l'Iran. Notre bureau de Jérusalem nous a envoyé une vidéo qui était très intéressante, évidemment, parce qu'elle était très belle. Donc la vidéo 11 à la régie, vidéo si vous... 11. Et donc cette vidéo montre voilà. Une frappe. Donc voilà, c'est une frappe sur un immeuble d'habitation à Tel Aviv. Donc c'est vrai qu'elle est très belle, elle est très nette. Et le journaliste nous l'a envoyée en se disant, bon, c'est quand même parfait. Oui. Donc, c'est Arnaud Miguet qui est à voilà, Jérusalem qui vous Exactement. a envoyé ça. Exactement. Le correspondant qui voit ça s'interroge Oui. et fait appel au service Exactement. des révélateurs pour dire c'est bizarre peut-être. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, on commence par nos process habituels en faisant des recherches par image inversée, qui est de l'intelligence artificielle. C'est quoi ça? Alors en fait, ça permet, via les moteurs de recherche que tout le monde connaît, Google, Yandex, qui est le moteur de recherche russe, Bing, il y a toujours un moyen d'uploader une image fixe et de voir où elle a été publiée ailleurs. Donc ça nous Si elle fait... l'a été. Si elle l'a été. Donc en quelque sorte, on prend l'image arrêtée, on la remet, dans Google, par exemple, exactement. Et on lui demande de chercher s'il y a d'autres images où est-ce qu'elle a été se publiée rapprochent. ailleurs. Voilà. Ouais. Qui se rapproche, pour nous, qui soit exactement l'image. Parce que sinon, Bien qui se sûr. rapproche, il y en a beaucoup. Ouais. Donc, on cherche l'image exacte et ça nous fait toute une liste, s'il y en a, d'autres publications. Et c'est vrai que c'est là où il faut prendre du recul et il faut prendre le temps, même si nous, pour le journal, il faut aller très très vite, mais il faut quand même prendre le temps parce que dans mes premiers résultats, la réponse était celle-là d'être une image vraie. Il n'y a rien qui indique que c'est une image. Ça suscitait quand même des interrogations dans les autres publications. Et j'ai creusé un peu plus parce que je trouvais que l'image était quand même très en longueur. Et à un moment donné, je suis arrivée sur une publication où l'image avait un format plus classique en 16/9. Et donc ça, vous le verrez sur la vidéo suivante, ce qui doit être la vidéo 12. Et dans cette vidéo, on voit un format entier avec les... Voilà, on peut l'arrêter. Voilà. Arrêtons l'image. Donc là, on voit une inscription sur cette image-là. En bas, VO. VO. Il y avait VEO. C'est en fait un outil c'est un générateur d'images par intelligence artificielle. Et donc là, quand on voit ça, ça veut dire qu'on a utilisé. Ça veut dire qu'on a utilisé un logiciel pour modifier, voilà, pour modifier ou créer de toutes pièces une image. D'accord. Et donc là, c'est une image qu'on ne va pas publier. Là, je dirais même trop facile. Là. Trop facile. Moi, pour en fabriquer. Moi, instantanément, le doute que j'aurais eu, c'est sur le fait que la rapidité du missile et la chute du béton soient pas asynchrone. En fait, un missile va plus vite qu'une chute de béton. Ouais. Et en fait, synchroniser, par exemple, les pas d'un cheval avec la roue d'une calèche, c'est quelque chose qu'une IA fait encore assez mal. En fait. Et donc, du coup, synchroniser deux vitesses et deux physiques dans une même image, c'est le truc qui m'a sauté aux yeux. Mais par contre, j'ai des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que là, le watermark qui est là, là c'est trop facile. Watermark, ça veut dire la signature. La petite signature. Bon, là, c'est finalement parce que le gars a même voulu signer son méfait d'une certaine manière, ou même dire que ça n'était même pas un méfait, mais une blague. Mais il y a des signatures à l'intérieur, mais on va pouvoir les faire sauter. Là, je vais pouvoir même changer l'angle. Ça, on peut le faire depuis 2 semaines et avoir à peu près, franchement, exactement les mêmes immeubles, les mêmes choses. Mais à 20 degrés, donc on va dire tiens, on a l'impression que c'est pris d'une autre terrasse, donc du coup on va avoir l'impression que c'est une confirmation. Le faire passer par un autre réseau avec un autre ratio et mettre du flou,
Franchement, ça va devenir compliqué. Nous, heureusement qu'il y avait cette inscription. Oui. Mais de toute façon, si on avait eu le moindre doute, même sans inscription, on ne l'aurait pas diffusé. Donc il y a des cas comme ça, mais je ne sais pas si je peux en parler maintenant ou pas, mais oui. L'intelligence artificielle, il y a ce système de recherche par image inversée, mais il y a tout ce qui est logiciel de reconnaissance faciale qui... ce sont des outils qui peuvent nous aider pour raconter des histoires et trouver des preuves. Il y a un autre exemple, en fait, sur lequel on a travaillé, qui est une histoire d'espions russes arrêtés en Slovénie et qui ont été rapatriés l'année dernière en Russie dans le cadre d'un échange historique de prisonniers. Et là, grâce à un logiciel... Donc ça, c'est une autre histoire. Vous allez voir, on nous a donné pas beaucoup d'éléments au départ. On nous a donné un article avec la photo, c'est la 17, l'image 17, la photo d'un passeport. Alors il y a celle-là, quand ils arrivent à Moscou accueillis par Vladimir Poutine. Oui. Donc moi, je me suis basée sur le visage de la femme. De la femme, qui est une espionne. quelle femme? Alors celle qui est Angeline devant... D'accord, qui porte un bouquet de fleurs, qui tient la main de sa fille. Voilà, qui tient la main de sa fille. Oui. Et derrière, il y a le papa qui est espion aussi. Avec la cravate rouge ou le grand... Non, celui qui est derrière Vladimir Poutine. D'accord. Quoique on ne le voit pas très très bien, en fait. Il est derrière Vladimir Poutine. Mais de toute façon, je me suis basée sur elle. Elle s'appelle donc Anna Dulceva. Donc, elle est russe et en fait, après être passée par l'Argentine, elle est passée. Donc là, ils ont des passeports argentins et ils vivaient avec ces passeports en Slovénie. Et donc, grâce à cette photo, en la mettant dans un logiciel de reconnaissance faciale, on a pu retrouver... alors, ça n'a pas du tout fonctionné avec lui, hein, c'est pour ça que je parle d'elle. On l'a retrouvée dans une fête d'école, dans l'école de ses enfants, où ses enfants étaient scolarisés. On a retrouvé les enfants dans la classe. Mais pardon, vous avez une photo? Là, voilà, il y a cette photo-là, donc il prépare une fête d'école. Vous avez une photo. Comment on arrive au document qu'on a vu après, là, le document d'identité? Alors, j'avais en premier le document d'identité. Ah, tu avais en qui premier... était dans un article. D'accord. Voilà. Et donc, ça... ce document d'identité, on a pris la photo qu'on a mis dans un outil de reconnaissance faciale qui s'appelle PIMEYES. Vous pouvez l'utiliser. Hein. On a droit à 3 essais gratuitement. Comme ça, vous pourrez voir si vous avez votre tête quelque part sur des sites... voilà, si vous êtes ce qui est toujours en pleine possible. fête, voilà. Bien sûr, donc ouais. Nous, on a une capacité un peu plus pour pouvoir enquêter. Mais, ça s'écrit comment PIMEYES, P-I-M-E-Y-E-S. D'accord. On se le tient pour dit. On se le tient. Et donc, ensuite, tu trouves d'autres éléments. On trouve, voilà, l'outil nous permet de retrouver d'autres photos. Vous allez voir, c'est assez quand même précis parce que donc il y avait cette photo dans l'école où qu'on vient de c'est voir. quand même assez près. Mais il y en a une autre, par exemple, la photo 21. La 21. Vous allez voir, on la voit. Enfin, c'est vraiment, elle est en tout petit dans la photo. Donc c'est la femme qui a une veste, voilà, avec la carte pendue au cou. Elle est dans une foire de l'art à Zagreb. Et donc, et ça correspondait aux infos que j'avais trouvées. Elle avait une galerie d'art en Slovénie. Et donc, elle gérait une galerie d'art et elle était, dans le cadre de son second métier, à Zagreb pour une exposition d'art. C'est-à-dire tant que... Donc, vous vous dites, c'est une espionne? C'est une espionne, voilà, c'est une espionne qui a été arrêtée. Ça, on sait déjà que c'est une espionne, mais pour raconter l'histoire. D'accord. Parce qu'ils ont créé leur famille de toutes pièces. Ce sont 2 espions russes qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. C'est une légende? Voilà. Hein, que, comme on dit dans le fameux bureau des légendes. Et donc, vous avez pu... comment dire, retracer son parcours. Oui, voilà, c'est ça. Retracer son parcours. La légende qu'elle s'était construite. Voilà. Donc les enfants, les fêtes d'école, les enfants dans la classe, toute cette ces voyages, voilà. Fantasmagorie de l'espion. Exactement. Ok. Merci et bravo.
C'est remarquable. Les services s'intéressent à votre boulot ou quoi? Les services de renseignement français? Je pense que la DGSI va nous appeler dans peu de temps. Mais donc, ça veut dire quand même que vous avez intégré des techniques qui sont dignes du renseignement, là. Oui, je pense qu'ils ont un peu les mêmes techniques. Oui, je pense qu'ils ont des logiciels que nous, on n'a pas, voilà, qui sont plus pointus. performants. Autrement plus puissants. On a vu à quel point il y avait une puissance dans la représentation, dans l'enquête, au niveau européen, toi qui as beaucoup œuvré en la matière. Est-ce que les rédactions se sont dotées de textes, d'affirmations de prévention? Est-ce qu'au niveau européen, on a mis en place des valeurs communes? Comment ça se passe là-dessus? Où on en est? Et je suppose que ça doit être dynamique parce que, comme le disait Stanislas, il y a encore 15 jours, il y a une semaine, il y a 2 heures, tout ça ne cesse d'évoluer. Oui, ça va très vite. Et Stanislas évoquait le mot exponentiel, ça va à une vitesse exponentielle. Ça va très vite et très fort, en fait. Et beaucoup plus vite que ce qui s'est passé les 30 dernières années avec le numérique, les réseaux sociaux, les mobiles. Là, on est sur une technologie beaucoup plus puissante, beaucoup plus disruptive. Alors, pour répondre à tes questions, au niveau européen, on a hélas des réponses institutionnelles assez faibles pour l'instant, de protection de l'intégrité de l'information qui restent très faibles. Et il faut le regretter. On a des politiques aujourd'hui en France et à Bruxelles qui estiment qu'ils ont déjà raté tellement de vagues technologiques qu'ils ont peur de rater celle-là et ne veulent pas freiner l'innovation en général. Et alors, c'est probablement louable, sauf que pour l'information, c'est un risque majeur. Je crois que le fait de ne plus savoir ce qui est vrai dans la vie en général, dans les médias en particulier, devient un risque absolument majeur dans nos sociétés. Et donc on est assez peu couvert en ce moment par nos politiques et par les institutions de Bruxelles. Ce qu'on essaye de faire au niveau européen, en tout cas avec les médias publics, mais désormais aussi avec les médias privés, puisque on a passé un accord entre les audiovisuels publics et la presse privée pour essayer de demander un certain nombre de choses à ces plateformes. On leur demande la première chose qu'on essaye de leur... Alors, on va voir si elles nous écoutent ou pas. Elles peuvent nous envoyer promener, après tout. Mais la première chose qu'on leur demande, c'est si vous pillez, si vous aspirez, c'est ce qu'ils ont fait, si vous aspirez, pillez nos contenus, au moins demandez-nous l'autorisation. C'est peut-être la moindre des choses. Une technologie qui commence par un viol, c'est pas formidable. Et si on vous donne l'autorisation, peut-être qu'on peut passer des accords. Ça se fait. Il y a des accords qui sont passés entre certaines plateformes et des médias d'information ici ou là. Donc, première chose, demandez-nous l'autorisation. Et parce qu'aujourd'hui, en fait, les éditeurs sont en train de bloquer un peu naïvement avec des petites murailles de sable ces aspirateurs à contenu qui se servent chez nous, qui se servent sur le net et qui sont en train d'inventer les médias de demain. Tout simplement des médias qui sont en train de plaire formidablement au public. Deuxième chose, si vous le faites, peut-être qu'il y a un sujet de compensation pour les rédactions et pour les journalistes. Financière. Ensuite, comment, et Stanislas l'a évoqué tout à l'heure, comment protéger davantage l'intégrité de l'information? Parce qu'elles sont en train d'aspirer. Pour donner une image, ces informations passent dans une moulinette, un mixeur, si vous voulez, et puis elles le régurgitent, elles le vomissent, sans forcément donner ni les sources, ni les attributions correctes, et souvent en ajoutant plein de bêtises. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé à la BBC en fin d'année et en début d'année, avec l'intelligence artificielle d'Apple, qui tout simplement aspirait les trucs, les régurgitait en mettant le logo BBC, mais
sauf qu'elle mettait plein d'erreurs, ce qui est qui est quand même assez incroyable. Deux autres choses qu'on leur demande, et puis j'en aurai fini. On leur demande du pluralisme. C'est-à-dire que si elles viennent, si ces plateformes, ces géants viennent aspirer des contenus, qu'elles aspirent les petits et les grands contenus, les médias locaux et les médias nationaux, et non pas, comme le fait ChatGPT, passer un accord avec un média dans un pays, au risque de ne plus avoir un pluralisme de l'information dans les contenus qui vont être distribués. Enfin, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'avoir une certaine forme de coopération avec ces géants-là, notamment sur la labellisation en amont des contenus. On y arrive, en tout cas sur la vidéo, on va y arriver, sur la photo aussi. C'est-à-dire que nos contenus, ceux de France Télévisions, ceux de la BBC par exemple, porteront une marque qu'on espère indélébile, qui permettra aux citoyens d'avoir au moins un repère pour savoir, tiens, là, s'il y a cette marque-là, c'est qu'il n'y a pas de conneries dedans, c'est que ça vient d'un métier à vérifier. C'est comme le VEO, là, qu'on a vu, genre watermark. Genre, oui, un watermark, qui pourrait être... et donc, on est en train de le faire pour les JT de France Télévisions. Ça a été fait très récemment. On garantit l'authenticité de toutes les informations, vidéos et photos qu'on voit. Alors, autant vous dire que pour le texte, pour l'instant, c'est impossible. On peut changer, modifier, et on ne saura pas, pour l'instant, on ne sait pas tracer si un texte a été bougé ou pas. En revanche, pour la photo et la vidéo, c'est pour l'instant un peu plus simple. Je suppose qu'il y a des questions parmi vous. N'hésitez pas. Oui, monsieur. Pauline, à la gentillesse de... Ah, c'est la régie. Salut, je ne connais pas ton nom. Allez-y, monsieur. Oui, Olivier, bonjour. Bonjour. Je travaille dans la tech. J'avais une question par rapport à la modération, en fait. Oui. Parce que finalement, tous ces contenus qui sont effectivement aspirés, recrachés, selon qui les opère finalement, quelle plateforme en amont, il y a des filtres, comme vous savez. Et comme vous disiez, bon, des fois c'est déformé, mais parfois, voilà, l'IA va être plus ou moins poli, plus ou moins, enfin, il y a des consignes en tout cas. Donc, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais en tout cas, il y a vraiment cette modération en amont, et finalement, tout n'est pas recraché en plus, hein, tout n'est pas redistribué, donc il y a une modération qui est opérée par un opérateur qui est quelque part, qui est pas forcément français, qui n'a pas notre culture, etc. Donc ça pose quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, un certain nombre de problèmes, quoi. Éric ? Oui, vous avez raison. Pour l'instant, tout est dominé par des hommes blancs en Californie qui sont à la manœuvre et qui décident ce que les machines qui donnent les critères d'aspiration de ces machines. C'est pour ça que dans ce que nous demandons aux plateformes, on demande qu'il y ait la possibilité d'avoir la source, d'avoir l'attribution d'origine et parfois d'avoir même la proéminence, c'est-à-dire faire apparaître en premier les contenus, disons, vérifiés et sérieux, plutôt que les conneries. En même temps, on sait que les formats qui sont proposés désormais ont un énorme pouvoir de séduction vers le public. Pourquoi ? Ouais. Parce que vous allez pouvoir, grâce à ces nouveaux services, j'appelle ça des services, mais on appelle ça des agents dans le langage de l'IA, vous allez pouvoir, dans le service X ou Y, demander tout un tas de choses qui vous seront utiles. Je vais vous donner des petits exemples. Le matin, vous réveillez, au lieu d'allumer la radio, d'attendre 8 heures pour le JT, etc., vous allez avoir à votre service une information sur mesure. Donne-moi les 3-4 informations de la nuit les plus importantes. Elles vous seront fournies. Sur cette information-là, j'aimerais bien avoir l'avis
plutôt de la gauche, et puis l'avis de la droite. Ça sera instantané. On vous le donnera, l'avis des conservateurs et l'avis des progressistes sur cette question de société. On saura exactement à quelle heure vous avez lâché l'information la dernière fois, et donc vous pourrez, par exemple, dire j'ai pas regardé l'info depuis 9h ce matin, il est 22h30, dis-moi ce qui s'est passé entre les deux d'important. Ça, vous l'aurez de manière instantanée, parfaite. Voilà le nouveau type de services qui sont en train d'être inventés, fabriqués par ces plateformes. Et nous, médias, qui sommes lents parfois sur la technique, on doit réfléchir à la manière dont on va coopérer avec ces nouveaux acteurs. D'autres questions? Il y a Pour terminer, commande à France Télévisions, je voulais vous, je ne sais pas si vous en êtes à l'origine, mais vous féliciter pour, je ne sais pas si certains l'ont vu, le fabuleux documentaire sur les sacrifiés de l'IA, oui. qui a été publié en avril, je crois, dernier, il me semble. Préparé avant, mais très beau documentaire qui explique les dessous des ressorts et voilà, derrière les machines, il y a de l'humain. Exactement. Les modérateurs dont vous parliez, absolument. Eux ne sont pas en Californie et pas payés autant, effectivement. Oui. Monsieur. Bonjour. Donc, bonjour, monsieur. José Talavera. Alors, vous parlez de l'information. Alors, j'ai utilisé un mot un peu pas flatteur, mais parce qu'il y a un public. Alors, c'est peut-être des consommateurs de l'information. Oui. Et donc, dans le consommateur, je me dis, est-ce qu'on peut pas non plus, comme il y a beaucoup d'images, etc., et puis je vois beaucoup de choses qui m'étonnent, enfin, ou entendre beaucoup de choses qui m'étonnent, ça veut dire que beaucoup de gens passent des heures à regarder beaucoup de choses, etc. Je me dis, mais comment ils arrivent à trouver ce temps-là? Enfin, ça me fait très bizarre, ce temps libre, mais de 4 heures, 5 heures. Waouh, comment ils arrivent? Moi, j'ai le temps de rien faire. Donc, je suis étonné. Mais donc, si c'est vrai, oui. Je veux dire, c'est presque une consommation. Et est-ce qu'on ne devrait pas aussi penser déjà à éduquer dans les écoles les jeunes à regarder les choses, à, comment dire, avec intelligence, plus consommer, mais vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. Si on ne le fait pas, quelque part, toute information, l'information sera dénigrée. Et donc ça, c'est une chose, c'est-à-dire on perd de la crédibilité, donc on devient inaudible. Enfin, pas tout à fait. C'est que le risque aussi, parce que si ces choses, c'est des techniques, donc ces choses-là peuvent diriger les gens. Et donc, si on a des défauts, c'est-à-dire qu'on, comme on dit, on validera toujours la même information, celle qui nous plaît, et donc qui nous confortera, alors qu'on doit toujours interroger, et donc il n'y aura plus d'interrogation, et donc voilà, c'est des croyances, donc on peut aller loin après. Voilà, c'est danger, quoi. Tu voulais dire, ça existe effectivement. Alors, voilà, c'est une bonne nouvelle. Après, c'est pas toujours parfait, mais il y a de l'éducation aux médias, donc qui est donnée à l'école. Soit c'est vraiment ça fait partie du curriculum, ou soit c'est des intervenants selon que l'établissement est petit, grand. Ça a déjà émergé, notamment avec les réseaux sociaux, parce qu'il y avait d'autres problématiques au-delà de la véracité des informations, mais il y avait aussi le cyberharcèlement entre camarades, etc. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça existe. Après, est-ce que c'est assez profond, etc. C'est pas à moi de répondre, mais en tout cas, c'est... Je peux compléter. Mais avec en effet, plaisir. Il y a de l'éducation aux médias depuis quelques années et il y a des options maintenant qui sont proposées dans certains établissements et je pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Et avec un de nos collègues, en fait, on va participer à une classe média à la rentrée dans une commune de la région parisienne. Et donc, on va leur apprendre à être de petits journalistes, à enquêter par rapport aux images, à prendre du recul, à faire leurs propres enquêtes, à analyser eux-mêmes leurs images. Et
Et au-delà de ça, moi je dis toujours, il faut pas s'inquiéter, parce qu'en fait, il y a une différence de génération entre nous et les adolescents aujourd'hui. Et moi je le vois au quotidien, parce que j'ai 2 adolescents à la maison, et ils regardent pas du tout les réseaux sociaux comme nous. C'est-à-dire que vous parlez, comme vous dites, on est consommateurs. Nous, on est consommateurs. Eux, ils recherchent des choses en fait quand ils vont sur les réseaux sociaux, et ils prennent beaucoup plus de recul, et ils sont beaucoup plus méfiants que nous. Ils consomment pas, ils regardent, ils analysent, et c'est assez surprenant, mais on n'a pas la même façon du tout de regarder les images. Et ils ont de les peut-être regarder. une super maman aussi. C'est oui, ça, mais je n'osais pas quand le dire. même, de les regarder eux. C'est-à-dire, je trouve que nous avons beaucoup d'idées préconçues sur leur manière, justement, d'appréhender l'image, l'info, y compris de ceux qui sont les producteurs de contenu, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas dans les grands médias, mais qui sont massivement présents sur le web, sur YouTube, par exemple. Je pense à Gaspard G ou Charles Villa, qui sont absolument remarquables. Et néanmoins, le monde journalistique mainstream a une sorte de prévention importante à leur endroit. Et donc, ce rapprochement, par exemple ces réunions ou le fait d'aller dans les écoles permettent d'établir des relations et de ne plus se regarder en chien de faïence ou en jugement rapide. Et vous parlez du temps, monsieur. Il y a par exemple un temps que nous voyons tous pas hautement partagé sur les écrans, c'est le métro. Dans le métro, il est rare de croiser le regard de quelqu'un car les têtes sont toutes baissées vers les écrans. Et comme parfois le trajet est long, c'est autant de prix dans l'occupation ou par l'occupation sur l'écran. Et je vois bien, moi, parce que bon, je fais mon petit espion du métro, comme Zazie. Je regarde un peu et je vois que ça scrolle à toute vitesse. En même temps, ça envoie des messages. Et paf, tout à coup, ça s'arrête. Il y a en plus, avec les oreillettes, le son qui est diffusé, ce qui n'était pas trop le cas il y a 5-6 ans. Il y a le gros casque ou les petites oreillettes. Et ça y va à fond de buse. Et si tout ça était mis sur des grands écrans sur les murs du métro, ce serait stupéfiant comme cacophonie, mais en même temps comme projection des recherches des uns et des autres. Ne l'écoutez pas trop, parce que sa génération s'est opposée au passage à la couleur. À la télévision. C'était dans les années 60. Je ne l'inviterai plus jamais. Pendant des années, ils ont résisté au passage à la couleur, pensant que le noir et blanc était mieux. Juste, c'était quoi les arguments de l'opposition? Les arguments de l'opposition à la couleur. À la couleur, ouais. Mais non, mais on va aller plus loin. Dans les années 1900, il y a eu une opposition à la machine à écrire. Chez les journalistes, on a considéré que la machine à écrire était un adversaire de la créativité journalistique. Et il y a des grands papiers là-dessus, absolument stupéfiants. Et pour aller plus loin dans ce début de colère, le problème, c'est que faire l'éducation aux médias suppose de savoir le contenu éducatif. Qu'est-ce qu'on va dire? Et par exemple, pour l'image, où se trouve le grand lexique de l'écriture de l'image? Où est-il? Qu'est-ce qu'on va apprendre? À repérer s'il y a 5 doigts ou 6, si l'image est comme ci, comme ça, s'il y a la signature. Mais l'écriture en tant que telle n'a peu ou prou que fait rarement l'objet, en tout cas dans la corporation journalistique, au cinéma peut-être davantage, mais chez ceux qui en sont les artisans quotidiens de chaque instant,
cette connaissance-là n'est pas constituée. Et c'est même plus grave encore. Le journalisme pense que son métier n'est pas pensable. Qu'en quelque sorte, il est une sorte de travail de témoin professionnel, dans le meilleur des cas, mais savoir en quoi cela consiste. Comment la machine, elle, au contraire, est parvenue à automatiser le travail journalistique. Si vous demandez à la machine d'écrire tel ou tel article en résultat sportif ou scrutin politique ou analyse de ce qui se passe actuellement dans le conflit israélo-iranien, eh bien la machine va créer un article qui va respecter en quelque sorte la mécanique, pour le coup, de ce qu'est une écriture journalistique. Ça veut donc dire que la machine, elle, a repéré ce que sont les éléments constitutifs qui viennent produire ce qu'est un édifice de petite valeur, de petite grandeur ou de grande grandeur journalistique. Eh bien, nous, les journalistes, nous ne savons pas comment ça marche. Et c'est même quelque chose d'assez confondant parce que dans les écoles de journalisme, bien sûr, on apprend la technicité du métier. Mais de savoir ce qui fait qu'un discours respecte, obéit aux lois de ce qu'est un constat de véracité, de ce qu'est un témoignage, avec la force qu'a, par exemple, le reportage. Sa force et sa fragilité extrême, car ça ne repose que sur le regard de quelqu'un qui est là. Et il y a beaucoup de femmes actuellement qu'on voit qui font des travaux remarquables. Burgot, par exemple, avant-hier, a montré enfin les rues de Téhéran, et c'était formidable. Tout simple, mais formidable. Eh bien, nous avons un déficit, nous, pour le coup, d'intelligence de notre métier. Et devoir le transmettre alors qu'il est attaqué de toutes parts. On l'aspire, on le régurgite, on le transforme, on le transfigure dans le cadre d'une guerre terrible, qui n'est pas celle des récits, comme je l'entends souvent, mais celle de la propagande, de la désinformation, face au récit journalistique. Le récit, c'est une notion journalistique. La narration, c'est une notion littéraire et journalistique. La narration de Poutine, c'est comme dire la narration de Joseph Kessel. Non, surtout pas. En revanche, les contre-vérités de Poutine ou de qui que ce soit d'autre, oui. Et donc, vous voyez que parfois, nous utilisons même des vocabulaires, des mots qui nous, quelque part, discréditent nous-mêmes. Nous sommes, nous, les artisans, les fabricants, les artisans du narratif et donc des récits. Et c'est cela qui fait que on peut prendre connaissance de l'expérience humaine. Et comme il y a beaucoup de récits, il y a ce qu'on appelle la diversité. Et il y a ce grand récit, quand on rassemble ces récits faits par les gens et les femmes de presse, ça s'appelle la démocratie. Et donc voilà, c'est ce qui nous réunit, je pense, ce soir par rapport à l'IA, parce que la question fondamentale, et on va aller à la question de monsieur, c'est qu'en est-il du péril de l'IA face à la démocratie dans nos sociétés? Monsieur. Avant de passer le micro à monsieur... Ah pardon, je n'avais pas vu que vous aviez un micro, monsieur. J'attendais. Allez-y. Oui, vous dites que l'IA est un avaleur de produits. Oui. Alors, les produits sont donnés ou sont fabriqués par les journalistes. Si à un certain moment, il n'y a plus de journalistes,
il n'y aura plus de produits à avaler. Est-ce que l'IA ne sera pas confrontée à un grand vide et obligée de tourner à vide? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, ce serait plutôt, est-ce que l'IA est capable de faire de la prospective? C'est-à-dire, par exemple, si on parle du conflit Iran-Israël, est-ce qu'elle serait capable de nous donner un avenir sur une issue de ce conflit? Je vous remercie. Sur la prospective, en fait, encore une fois, c'est un moteur de synthèse. Donc, en fait, tout simplement, ça va vous synthétiser des éléments de prospective qu'elle a trouvés ailleurs. Oui, mais tu as raison, mais à ce stade. À ce stade, mais peut-être quand même. Parce qu'elle synthétise, mais elle va pouvoir synthétiser des milliards de documents disponibles. Et donc, il est possible qu'elle trouve l'aiguille dans la botte de foin que vous êtes en train de chercher. C'est-à-dire quelles sont les hypothèses possibles de l'issue d'un conflit. On peut imaginer ça possible. Moi, je pense que c'est quelque chose de crédible, en tout cas. De pouvoir... Ça reste des modèles probabilistes, c'est-à-dire qu'ils vont calculer une probabilité de mettre cette information en haut. Et donc, à partir du volume d'informations, ils vont calculer un score, et c'est ce que vous allez voir en haut, en premier, en fait, tout simplement, à ce stade. Sauf que ça, c'est ce qu'on appelle les LLM, c'est ChatGPT, c'est un bébé. On va avoir des adolescents, on va avoir des adultes, on va avoir des groupes d'adultes qui bossent ensemble, c'est ça qui arrive. Les agents, ce qu'on appelle les agents, c'est finalement plusieurs robots qui se passent un ballon pour mettre des buts. Et donc ça, c'est déjà arrivé en 2 ans et demi de temps. Et donc ça, c'était la deuxième question. Et la première ? La première question, c'était de prédire l'avenir. Ça, c'était la deuxième. Ah. Non, la première question, c'était le phénomène de l'IA. Il n'y aura plus de journalistes. Alors, en fait, c'est même pire que ça. C'est qu'en fait, ils considèrent même qu'on est arrivé à avoir... Une fois qu'on a aspiré tout Internet, les journalistes, c'est minuscule sur Internet. Eux, ils sont intéressés par tout aussi. Enfin, ça va être tous les livres, tous les blogs, tous les forums, toutes les choses comme ça. Ouais. Ils adorent les forums. Et en fait, le nouveau contenu sur Internet est beaucoup plus petit que tout ce qu'ils ont déjà aspiré. Donc là, finalement, ils en sont même à générer du contenu par IA pour entraîner leurs IA. Mais arrive finalement la question de l'assèchement et de la pauvreté du contenu. Et c'est là où ceux qui étaient, on va pas dire les dinosaures d'Internet, mais Google, par exemple, ont été un petit peu en retard à l'allumage, sauf qu'ils ont par exemple la propriété de YouTube. Et donc, du coup, eux vont pouvoir dire ça, c'est à moi, je vole tout, mais par contre, je défends ma propriété. Et du coup, je vais pouvoir entraîner mes IA sur YouTube. Et du coup, ça va être le retour des géants. C'est-à-dire qu'ils étaient concurrencés par des David, et les Goliaths, ayant quand même des précarés et préempté des zones, etc., vont pouvoir continuer à s'entraîner. Alors, juste un mot. Dans un monde où il est aussi facile de créer du faux, je pense que le vrai va avoir une valeur de plus en plus importante. Et ce sera probablement à nous de la défendre. Alors, j'ai lu dans une revue que tu connais qui s'appelle Métamédia, que je vous recommande, cette phrase que je trouve extrêmement pertinente. Il ne s'agit plus de trancher entre le vrai et le faux, mais de préserver la capacité à croire ce que l'on sait être vrai. Waouh! J'ai été tenté de vous laisser sur cette phrase, mais vous ne repartirez pas comme ça. Monsieur, excusez-moi. Mais je vous en prie. Non, moi je voulais juste rebondir sur l'aspect de propagande, parce que oui. En effet, tout c'est contrasté par rapport à ce que je sais plus votre nom, excusez-moi, monsieur à droite. Oui. Éric Scherer. Merci beaucoup pour le rappel. Du coup, l'introduction sur la beauté de l'événement, l'ampleur de la technologie qui donc, peut sauver l'écologie, etc., contrastant avec les inquiétudes et la disparition des emplois artistiques, etc., c'est intéressant. Mais l'ambivalence. Voilà, l'ambivalence. Mais du coup,
la propagande, il y a quand même une sacrée, je dirais, il y a une grosse proto-histoire du phénomène. Je pensais au film Le fond de l'air est rouge de Chris Marker, bien sûr. de 73, si je ne me trompe pas. Ouais. Et voilà, c'était aussi avec les soviétiques, avec les photos, les gens qui disparaissaient, parce que voilà, il y avait des petits problèmes. Mais du coup, la vraie inquiétude, c'est le volume de cette fraude, comme vous disiez tout à l'heure. C'est qu'on a anéanti la logistique et la technique. Ça veut dire que n'importe qui peut produire du faux. Mais en même temps, on n'a pas attendu l'IA pour avoir des problèmes d'information. Et attention, ce que je veux dire, c'est objectif, c'est impartial. On ne parle pas de le complotisme. Mais dans chaque conflit, par exemple, chaque pays, chaque gouvernement va montrer au peuple ce qui doit être montré. Et du coup, voilà, j'entends bien que c'est inquiétant qu'il y ait des gens en Californie ou je ne sais où qui jouent un peu avec nos nerfs, si je puis dire, ou notre crédulité et nos neurones. Mais je pense qu'éventuellement, c'est juste une sorte de passage et que ça va se réguler, puisque au final, si tout est faux, ça sert à personne en fait, même à ceux qui voudraient contrôler quelque chose. Oui, et pour revenir à la question d'avant, c'est si c'est faux et s'il n'y a plus de vérificateurs, etc., tout ça ne marche plus. Juste pour avoir une note positive, on parlait de consommateurs tout à l'heure, donc filons la métaphore et pensons que l'information est d'une certaine façon un commerce. On n'a aucun intérêt à se discréditer. Le Parisien a fêté ses 80 ans-là, c'est 80 ans à payer des gens pour vérifier des trucs. Donc c'est ça notre commerce. Et du coup, paradoxalement, c'est quand même un métier qui a été décrié pendant très très longtemps, etc. Je vois pas mal de gens qui se mettent à revenir à des marques médias sans signalétique, à dire la signalétique finalement c'est le logo de ces marques, je les connais depuis longtemps, etc. Je vais les relire et essayer de vérifier si c'est vrai. Là, on est quand même dans un problème avant tout de crise économique des médias. On parle peu depuis le début là, mais c'est quand même la trame de fond. Si on se dit que finalement, ce regain de besoin, on a besoin de vérifier, on a besoin de payer des gens qui vérifient, etc., c'est peut-être le début aussi d'une bonne nouvelle pour le journalisme et les médias, dans la mesure où on va en avoir de plus en plus besoin. Tu veux dire que le poison génère son antidote. C'est du ouais, c'est une certaine Pourquoi manière, pas c'est ça. Nous sommes tous des Démosthènes. Des anticorps. Oui, qui sont d'enfer. Et on apprend à parler avec de plus en plus de cailloux dans la bouche. Alors, l'idée, c'est de vous montrer un dernier extrait. Je remercie encore beaucoup les amis de la régie. Cette fois, il s'agit ni plus ni moins de quelques secondes d'animation de documents dont on vous parlera très brièvement après. C'est quand tu veux. On va vous montrer un extrait d'Albert Londres qui se trouve en Afrique au moment où il rédigeait Terre d'ébène. Et la photo va s'animer, comme dans un reportage filmé qu'aurait aimé faire Albert Londres. Nous sommes arrivés à bord du Belle-Île pour un périple de 4 mois en Afrique. C'est ce dont je fus le témoin en 1928. J'accompagnais alors le déjà célèbre Albert Londres. Oui, c'est moi, là, sur cette carte de combattant, Georges Rouquayrol, peintre et surtout dessinateur de terrain. Vous voyez là quelques-uns de mes croquis africains, justement. Je suis un grand ami du journaliste. Albert aurait préféré avoir à ses côtés... Avoir à ses côtés, on verra la suite bientôt. C'est Stanislas qui a fait ça avec nous. Et au début, ce ne sont que des photos qui ne bougent pas, donc des images fixes que Albert a prises lui-même lors de ce grand voyage en Afrique. Vous savez, c'est avec ce voyage qu'Albert Londres, à la fin, a dit
le travail, le métier de journaliste, c'est pas faire plaisir ou porter tort, c'est porter la plume dans la plaie, parce qu'il avait eu affaire à une colère terrible de personnes qui avaient réagi avec une colère épouvantable face à Albert Londres, qui avait enquêté sur la construction d'une voie ferrée qui s'appelait le Congo-Océan et qui avait fait 17 000 morts. 17 000. Et donc, quand il a écrit tout ça, beaucoup de gens dans des grandes sphères de pouvoir ont voulu s'en prendre à lui par des procès ou même physiquement. Et donc, nous étions déjà dans des très grandes polémiques. Et il était parti faire les photos que vous avez vues et qui ont été animées par Stanislas. Et on va essayer de faire, puisque vous parlez d'éducation aux médias, précisément d'utiliser cette vidéo comme une sorte de bras de levier pédagogique où Stanislas expliquera comment il a fait, les questions que nous nous posons, et donc revisiter, monsieur, ce voyage par les racines du journalisme, les oppositions, les propagandes, les mensonges qui, bien sûr, ne datent pas d'aujourd'hui, mais de façon à modestement redonner quelques éléments pour assurer un redémarrage, pour resetter un peu le métier, si j'ose dire, et faire ensemble se doter d'une intelligence collective par rapport à la machine qui nous pose tant de questions. En tout cas, on voulait vous remercier encore grandement d'être venu, d'avoir fait le voyage. S'il n'y a pas d'autres questions, oh si, il y en a. Madame, et c'est génial, allez-y. Et monsieur après, derrière. Juste par curiosité. Oui, madame. Je voulais savoir, concernant le film sur la Somalie, est-ce que l'auteur de l'article a, dans son article, dit qu'il n'avait pas vu les choses de visu par lui-même? Ou alors, est-ce qu'il l'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Eh bien non, il ne l'a pas dit. Mais votre question... Ça rejoint votre question ce est que bonne. vous disiez tout à l'heure sur les récits et la véracité des récits. Et ce sentiment de gêne qui était la sienne, voilà. Et en tout cas, votre remarque est importante parce que ça veut dire que nous allons peut-être être obligés, personne de la télévision et des médias, de préciser si nous sommes des témoins actifs de ce que nous parlons ou pas. Direct ou indirect. Et de ce point de vue, je ne peux pas ne pas dire, on va dire, le sentiment un peu agacé. Attends, je finis. Sur les images de Gaza. Les images de Gaza, nous ne sommes pas les témoins directs. En revanche, il y a des gens qui les produisent, que nous utilisons, mais nous ne marquons pas assez le temps nécessaire pour expliquer comment elles nous parviennent. Car ces images sont précieuses, elles sont rares, elles ont une valeur de vie ou de mort. Et donc, tout cela se précise. C'est un peu dans le même sens que votre question, vous voyez. Et je crois que cette obligation d'une rigueur accrue sur le matériau à quoi nous avons affaire va s'imposer de jour en jour. Pardon, Éric. Je voudrais juste reformuler la question de madame. Parce que c'est ça qu'elle veut dire, en fait. Oui. Ce qu'elle veut dire, c'est oui. Est-ce que... Oui, attention. Est-ce que c'est pas comme avec Sarkozy? Est-ce que le prix Albert Londres va lui être retiré? Non. D'abord, il n'a pas eu le prix Albert Londres là-dessus. Il n'a pas eu là-dessus. Non. Et deuxième point, il a fait un travail de vérification car de l'histoire en soi. Il a vu tous ceux qui avaient été impliqués, que ce soit les personnalités ou les personnes qui avaient été transférées, si j'ose dire. Et donc,
Il se fait que jusqu'il y a encore un mois, on n'obligeait personne à dire au journal télévisé qu'il n'a jamais été le témoin de ce qu'il raconte et pourtant il n'arrête pas de le raconter. Et tous les soirs, il y a 90% du journal qui fonctionne comme ça, avec la reprise d'images. Et ça n'est pas une culpabilité épouvantable qui ferait qu'à ce moment-là, je ne dois plus regarder le journal. Il se fait que comme j'ai affaire à des journalistes du service public, a priori honnêtes, en tout cas c'est ce que j'espère, je fais confiance dans la rigueur professionnelle de la vérification, et ça va un peu dans le même sens que ce qu'ils font. Oui, monsieur. Oui, absolument, absolument. Ça n'a l'air de rien et c'est majeur. Vous avez raison. Il y avait une question de monsieur, pardon. Merci. Bonsoir. Est-ce que selon vous, il est possible de résoudre le problème d'alignement ? D'alignement ? Oui, la différence entre ce que l'on demande à une intelligence artificielle et comment celle-ci perçoit ce qu'on lui demande. Il y a des gens qui y travaillent, hein, mais c'est même pas que des gens, c'est qu'il y a des machines qui y travaillent. Quand on parle actuellement du projet Stargate, par exemple, donc là on arrive à des dizaines, voire des centaines de milliards d'investissements. C'est ce chaînon manquant-là, en fait, qui sont en train d'essayer de travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, une IA est open source et ne vaut quasiment plus rien. Et donc, en fait, ils sont essayés de voir comment pouvoir aligner ce genre de choses et de pouvoir arriver à ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle générale, qui est un concept métaphorique. Mais ça va coûter extrêmement cher. C'est-à-dire que le pas pour y arriver, en général, pour entraîner des modèles, mais surtout faire en sorte que la sollicitation des modèles, ce qu'on appelle l'inférence, soit vraiment alignée avec ce que vous avez demandé, là, c'est encore un autre challenge technique, et c'est aussi pour ça que le journalisme les emmerde. Parce que c'est aussi pour Google, depuis très longtemps, est embêté par le journalisme. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile d'aspirer à Internet une fois, alors que le journalisme, il faut l'aspirer tout le temps. Donc c'est beaucoup plus cher, et ça rapporte peu d'argent, le journalisme. Parce que finalement, il rapporte du trafic gratuitement au site. Et d'une certaine manière, les outils d'intelligence artificielle sont très jeunes dans leur maturité par rapport à tout ça, et découvrent l'écosystème d'information. Et paradoxalement, quand on dit donne-moi les infos qui se sont passées ces 24 dernières heures, si on le titille un petit peu, il est un peu nul. Pourquoi ? Parce que ça coûte très cher d'aller aspirer à Internet comme ça tout le temps. Il vaut mieux l'avoir aspiré une fois. Oui, oui. Et eux vont pas avoir forcément plus d'argent à le faire. Sauf que c'est une question de communication. Il y a tout le monde qui montre et qui dit là, ce que vous montrez, c'est pas bon, c'est pas fait. Et ça les embête beaucoup. Donc ça va coûter très cher de payer le dernier kilomètre. Oui, puis il y a l'énergie considérable que ça mobilise, jusqu'à penser à des réacteurs à positionner à côté de ces grandes usines. Surtout pour entraîner, ouais. C'est ça qui coûte vraiment le plus cher. Yes. Ouais. Autre question ? Alors on va se voir obligé, de manière absolument pas artificielle, de vous souhaiter une bonne soirée et de vous remercier encore d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Donc si je peux juste compléter... donc, nous tenons déjà à remercier nos invités d'être venus témoigner ici ce soir. Si les enjeux de l'IA vous intéressent, vous pouvez retrouver sur le site internet de Balise, le magazine de la BPI, un dossier qui s'intitule « IA, le grand bluff ». Un grand merci au prix Albert Londres, qui est notre partenaire pour ce cycle, et merci à la SCAM de nous avoir accueillis pendant notre délocalisation. Comme vous le savez peut-être, le Centre Pompidou sera fermé pour travaux de 2025 à 2030. La BPI est donc temporairement relogée pendant ces 5 années de fermeture. La bibliothèque a fermé ses portes début mars et nous réouvrons dans nos nouveaux locaux le 25 août.
Nous vous donnons rendez-vous donc le 25 août au bâtiment Le Lumière, avenue des Terroirs de France, dans le 12e arrondissement pour notre réouverture. Merci et bonne soirée. Et je remercie la régie, où vous avez été géniaux. On a déboulé très en retard, mais tout était parfait. Merci encore. Bonsoir. Wow.